Je m'appelle Woody et j'ai 32 ans. Les lumières fluorescentes m'agressaient les yeux, tandis que je reprenais conscience aux urgences. Ma bouche était sèche comme un désert. Un ambulancier se pencha sur moi, le soulagement se lisant sur son visage. « Content de vous voir réveillé, dit-il. Nous avons essayé tous les numéros de vos contacts d'urgence. Aucune réponse. » Ces mots m'ont coupé le souffle, plus profondément qu'aucun scalpel n'aurait pu le faire. Dans cette pièce stérile, entourée d'inconnus en blouse chirurgicale, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Avant que je ne vous raconte comment ce moment a changé ma vie entière, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires familiales brutes qui pourraient bien changer votre perspective. La matinée de mon malaise n'avait pas commencé différemment de n'importe quel autre jour de ma vie. Pendant les 5 dernières années, j'avais été chef d'équipe intermédiaire chez SoftPeak Technologies, une entreprise de logiciels en pleine croissance à Seattle. Mon réveil hurlait à 5h30 du matin, et j'étais à mon bureau à 7h, examinant les diapositives de ma grande présentation. C'était ma normalité. Je vivais et respirais mon travail, convaincu que le succès signifiait grimper l'échelle de l'entreprise plus vite que quiconque. Mon appartement reflétait mes priorités, mobilier minimaliste, cuisine à peine utilisée, et un bureau submergé de papier. Aucune photo de famille n'ornait mes murs. La dernière que j'avais affichée, une photo de remise de diplôme avec mes parents et ma sœur, avait été rangée dans un tiroir il y a 3 ans, après un appel téléphonique particulièrement houleux avec mon père, Marcus. Marcus Winston était un homme de la vieille école. Militaire de formation, communication directe, attentes élevées. En grandissant, je l'admirais et le craignais à la fois. Il avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, travaillant 14 heures par jour, et attendait le même dévouement de ses enfants. Ma mère, Hélène, était l'artisane de la paix. Douce, mais résiliente, elle réussissait à maintenir une certaine semblance de chaleur dans notre foyer axé sur la réussite. Ensuite, il y avait Rebecca, ma sœur cadette de 2 ans. Enfant, nous étions inséparables. Je lui avais appris à faire du vélo. Elle m'aidait avec mes projets artistiques. Mais quelque chose a changé quand je suis parti à l'université. Rebecca est restée plus proche de la maison, fréquentant une université locale et occupant finalement un poste au département marketing de l'entreprise de notre père. Elle est devenue la fille qui était toujours là, tandis que je suis devenu le fils qui travaillait toujours. Notre relation s'est dégradée en une compétition polie. Chaque réunion de famille devenait une bataille inconsciente d'accomplissement, sa promotion contre ma prime, sa nouvelle maison contre mon appartement du centre-ville, son implication communautaire contre mes relations professionnelles. Aucun de nous n'admettait cette guerre silencieuse, mais elle empoisonnait chaque interaction. La dernière fois que j'avais parlé à ma famille, c'était 3 semaines avant mon malaise. Ma mère avait appelé pour me rappeler la célébration de son 60e anniversaire. « Tout le monde sera là », dit-elle, l'espoir évident dans sa voix. Oncle Robert prend l'avion depuis Phoenix, et tante Carole apporte sa fameuse tarte aux pommes. « Maman, j'ai une présentation majeure qui approche, celle dont je t'ai parlé. Si cela se passe bien, je pourrais devenir cadre supérieur d'ici la fin du trimestre. » La déception dans son silence était palpable. « Woody, tu as dit la même chose à Noël, et à Thanksgiving avant ça. Cette fois, c'est différent. Ce client pourrait doubler notre chiffre d'affaires. » Mon père prit le téléphone. Sa voix portait cette familiarité de la désapprobation. « Fils, il y aura toujours une autre présentation, un autre client. Ta mère n'aura 60 ans qu'une seule fois. Papa, tu as bâti ton entreprise en faisant des sacrifices. C'est toi qui me l'as appris. » Pas ce genre de sacrifice, dit-il, sa voix inhabituellement calme. Pas ce que tu regretteras. La conversation a dégénéré à partir de là. Des mots comme priorité et obligation familiale ont été lancés. J'ai répondu par avancement de carrière et sécurité financière. Quand Rebecca s'est jointe à la conversation, suggérant que je pourrais travailler à distance pendant juste 2 jours, j'ai mis fin à l'appel, promettant d'essayer, mais sans prendre d'engagement. Je n'ai jamais rappelé, et ils ne m'ont plus appelé. Au travail, la pression augmentait quotidiennement. Mon patron, Gerald Thompson, m'avait confié la tâche de décrocher le compte Meridian, un conglomérat de soins de santé cherchant à remanier toute son infrastructure numérique, un contrat de 15 millions de dollars, la plus grande perspective que notre division ait jamais poursuivie. Woody, le conseil d'administration surveille de près celui-là, avait dit Gerald en me tapant sur l'épaule.
Réussis cette présentation, et le poste de cadre supérieur est pratiquement à toi. Mon équipe était composée de Trevor, notre génie technique qui manquait de tact social, de Diana, notre analyste de recherche méticuleuse, et de Miranda, notre nouvelle recrue, qui apportait des perspectives nouvelles, mais nécessitait des conseils. Je les poussais fort, mais je me poussais encore plus fort. Des journées de 16 heures sont devenues la norme. Les sessions de travail le week-end étaient obligatoires. Miranda exprima son inquiétude un soir alors que nous commandions notre 3e série de plats à emporter. Woody, à quand remonte la dernière fois où tu as réellement dormi plus de 4 heures? Je l'ai écarté d'un geste de la main. Le sommeil, c'est pour après que nous ayons décroché Méridian. Les signes avant-coureurs étaient là, des maux de tête persistants que les analgésiques soulageaient à peine, des moments de vertige lorsque je me levais trop rapidement, une oppression thoracique que j'attribuais au stress. Ma routine matinale en était venue à inclure un nombre alarmant de suppléments et de boissons énergisantes. Mon armoire de salle de bain se remplissait de somnifères qui fonctionnaient rarement. Avec le recul, je me demande si ma famille avait senti que quelque chose n'allait pas. Ma voix a-t-elle trahi mon épuisement lors de ce dernier appel? Ma mère a-t-elle entendu la tension sous mes excuses? Mon père a-t-il reconnu l'ambition creuse qui me conduisait, si différente de son éthique de travail ciblée? Je ne le saurais jamais, car je refusais de montrer de la faiblesse, ni à eux, ni à moi-même. Dans mon esprit, le succès exigeait des sacrifices, et je payais simplement le prix nécessaire. J'étais convaincu qu'une fois que j'aurais atteint le poste de cadre supérieur, les choses se calmeraient. Je renouerais avec ma famille, et peut-être même recommencerais à sortir avec quelqu'un, après que ma relation avec Heather se soit terminée 2 ans auparavant. Le week-end précédant ma présentation, j'ai décliné une invitation de Trevor à le rejoindre, lui et des collègues, pour prendre un verre. Au lieu de cela, j'ai répété ma présentation encore et encore, peaufinant chaque diapositive, anticipant chaque question possible. Mon appartement est devenu une salle de guerre, avec des graphiques et des analyses de concurrence scotchées au mur. J'ai survécu grâce au café et aux barres protéinées, ignorant les palpitations cardiaques de plus en plus fréquentes qui me laissaient à bout de souffle. Le dimanche soir, mon père a rappelé. J'ai laissé la boîte vocale prendre le relais. Son message était bref, ta mère s'ennuie de toi. Rappelle-la, même si tu ne peux pas venir. Je l'ai écouté 2 fois, j'ai ressenti un pincement de culpabilité, puis je suis retourné à ma préparation. La famille devrait attendre encore un peu. Telle était ma vie avant le malaise, mue par l'ambition, mais dépourvue de connexion. Pleine de contacts professionnels, mais manquant de vrais amis. Poursuivant l'avenir avec tant d'ardeur que j'avais perdu de vue le présent. J'étais devenu exactement ce que mon père craignait, un succès sur papier, mais en faillite de toutes les manières qui comptaient vraiment. Le lundi matin est arrivé avec un ciel menaçant et des prévisions d'orage. Je me suis réveillé avant mon réveil, une pression sourde derrière les yeux signalant un autre mal de tête imminent. Sous la douche, j'ai laissé l'eau brûlante frapper mes épaules, espérant libérer la tension qui s'y était installée de façon permanente. Le visage dans le miroir de ma salle de bain m'était étranger. Joues creuses, cernes noires, peau pâle malgré mon teint naturellement olivâtre. Tiens bon jusqu'à aujourd'hui, ai-je dit à mon reflet, avalant 2 analgésiques avec une gorgée d'eau. Ma tenue de présentation avait été préparée des jours à l'avance, mon costume gris anthracite porte-bonheur, ma chemise blanche impeccable, et la cravate bleue que ma mère m'avait offerte il y a 3 anniversaires. Ça fait ressortir tes yeux, m'avait-elle dit. C'était le seul objet personnel que je m'étais permis en ce jour crucial. Le bureau bourdonnait d'une énergie inhabituelle lorsque je suis arrivé à 6h30 du matin. La salle de conférence avait été transformée pendant la nuit. De nouvelles chaises entouraient la massive table en chêne. Des fleurs fraîches ornaient le buffet, et le support technique effectuait les dernières vérifications du système de projection. Miranda s'approcha avec une tasse de café. Fais exactement comme vous l'aimez, double dose, pas de sucre. Merci, dis-je en prenant la tasse. L'analyse de marché révisée est-elle arrivée? Sur votre bureau. Mais Woody, elle hésita, étudiant mon visage. Est-ce que ça va? Vous avez l'air vraiment pâle. Juste le stress de la présentation, ai-je menti, ignorant comment la pièce basculait légèrement lorsque je tournais la tête. Rien d'inhabituel. Trevor apparut, tablette à la main. L'équipe Méridian vient de se garer au garage, 6 d'entre eux, y compris leur PDG. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Catherine Wilson, la PDG notoirement exigeante de Méridian,
assistait rarement aux présentations initiales. Sa présence signalait soit un intérêt exceptionnel, soit une opportunité de rejeter personnellement les fournisseurs. Et Gérald dit que toute l'équipe exécutive sera là, ajouta Diana, rejoignant notre cercle, les 5 vice-présidents. La pression s'intensifia. Non seulement le compte Méridian était en jeu, mais une performance devant l'ensemble de notre direction. Ma vision se brouilla momentanément, et je m'agrippai au dossier d'une chaise pour me stabiliser. « Laisse-nous gérer les questions techniques », dit Trevor, interprétant mal mon geste comme de l'anxiété. « Toi, contente-toi de faire ta magie à la Woody sur la vue d'ensemble. » À 7h45, la salle de conférence se remplit de corps et de parfums concurrents. Les présentations se brouillaient tandis que je serrais la main de l'équipe Méridian, de nos cadres, et de 2 membres du conseil d'administration qui avaient décidé d'assister à la dernière minute. 23 personnes allaient être témoins de mon plus grand triomphe professionnel ou d'un échec catastrophique. Gérald ouvrit la séance avec des plaisanteries et le contexte de l'entreprise avant de me présenter. Et maintenant, notre architecte de solutions et chef d'équipe, Woody Winston, vous guidera à travers notre proposition pour la transformation numérique de Méridian. La pièce se tut lorsque je me levai. Les premières diapositives se déroulèrent sans accroc, tandis que j'exposais notre compréhension des défis de Méridian, systèmes obsolètes, vulnérabilité de sécurité, flux de travail inefficace. Catherine Wilson hocha la tête avec approbation lorsque je mentionnais des points de douleur spécifiques que son personnel avait partagés lors de notre phase de découverte. 15 minutes plus tard, je les sentis, un léger tremblement dans mes mains, une difficulté accrue à former des phrases complètes. La température de la pièce semblait fluctuer entre glacial et étouffant. La sueur perlait sur mon front malgré la climatisation. Notre calendrier de mise en œuvre accélère les bénéfices tout en minimisant les perturbations, ai-je expliqué, passant à la diapositive suivante. Les mots à l'écran ont doublé, puis triplé. J'ai cligné des yeux fortement, les forçant à se recentrer. Woody, la voix de Gérald semblait venir de sous l'eau, les mesures de roi. Oui, bien sûr, ai-je marmonné, tâtonnant avec la télécommande de présentation. Nos projections de retour sur investissement indiquent des économies de première année. La pièce s'inclina brusquement. Les visages autour de la table se déformèrent comme dans un miroir déformant. Un sifflement aigu emplit mes oreilles, couvrant ma propre voix. Mes jambes se sentirent soudainement déconnectées de mon corps. Je m'excuse, ai-je réussi à dire. J'ai juste besoin d'un moment pour. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'expression alarmée de Catherine Wilson, alors que je tendais la main vers le bord de la table et que je ratais. Le sol se précipita vers moi, et l'obscurité a tout englouti. La conscience est revenue par fragments. Des voix criant de l'espace. Quelqu'un desserrant ma cravate. Le sol frais contre ma joue. Puis des mains me roulant sur quelque chose de ferme. Mouvement. Le hurlement des sirènes. La TA est à 70/40 et chute. Fréquence cardiaque 130 et irrégulière. Monsieur, vous m'entendez? Serrez ma main si vous m'entendez. J'ai essayé de répondre, mais mon corps refusait de coopérer. À travers des yeux mi-clos, j'ai vu le visage inquiet de Trevor au-dessus de moi, tandis que les ambulanciers me soulevaient dans une ambulance. Sa liste de contacts d'urgence, a demandé quelqu'un. La voix de Trevor, son téléphone est verrouillé. Il a mentionné que ses parents vivent à Portland. Le nom de son père est Marcus, je crois. Nous allons essayer l'assistance annuaire. Monsieur, restez avec nous, monsieur. L'intérieur de l'ambulance tournait comme un manège. Un masque à oxygène couvrait mon visage, des piqûres d'aiguilles dans mon bras, l'ambulancier appelant mon nom à plusieurs reprises, puis une obscurité miséricordieuse à nouveau. Plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé après que j'ai perdu connaissance. La présentation s'était terminée brusquement, les ambulanciers ayant été appelés. Diana avait ramassé mes dossiers, tandis que Trevor m'accompagnait à l'hôpital. Gérald avait réussi à sauver la réunion, promettant de la reporter une fois que son précieux membre d'équipe serait rétabli. Catherine Wilson avait même exprimé son inquiétude, demandant à être tenue informée de mon état. Rien de tout cela n'importait à ce moment-là. Alors que l'ambulance filait à travers le trafic de Seattle, mes ambitions de carrière et mes 5 années de travail incessant s'estompaient, devenant insignifiantes. Dans cet état suspendu entre conscience et oubli, une seule pensée a fait surface, si je meurs aujourd'hui, qui me pleurerait vraiment? Qui ressentirait un vide en forme de Woody dans sa vie?
La réponse m'a terrifié plus que mon corps défaillant. Le bip régulier de l'équipement médical m'a tiré de l'obscurité. Mes paupières me semblaient incroyablement lourdes, mais je les ai forcées à s'ouvrir sur un monde de plafonds d'hôpital blanc aveuglant, de supports de perfusion, d'équipements de surveillance. La réalité s'est assemblée en fragments douloureux. Le voici, dit une voix douce. Un homme d'âge moyen en blouse blanche se déplaça dans mon champ de vision. Monsieur Winston, je suis le docteur Williams. Vous êtes à l'hôpital Seattle Memorial. Est-ce que vous me comprenez? J'ai essayé de parler, mais je n'ai produit qu'un raclement sec. Une infirmière a tenu une paille à mes lèvres, et j'ai bu de l'eau fraîche avec gratitude. Que s'est-il passé? J'ai finalement réussi, ma voix m'étant étrangère. Vous avez subi un épisode syncopal pendant votre réunion. En termes simples, vous vous êtes évanoui, mais c'était bien plus grave qu'un simple évanouissement. Le docteur Williams vérifia les moniteurs à côté de mon lit. Votre corps s'est essentiellement mis en grève, monsieur Winston, épuisement sévère, déshydratation, et ce qui semble être une cardiomyopathie induite par le stress. Votre cœur était littéralement en train de défaillir à cause du surmenage. L'ironie ne m'a pas échappé, mon corps reflétait ma vie professionnelle. Nous vous avons stabilisé maintenant, mais je dois être franc. Si cela s'était produit pendant que vous conduisiez ou seul dans votre appartement, nous pourrions avoir une issue très différente. Vous avez de la chance. Chanceux ne décrivait pas ce que je ressentais. Ma tête me faisait souffrir. Ma poitrine me faisait mal à chaque respiration. Même le bout de mes doigts semblait palpiter de douleur. Le docteur Williams a continué, son ton s'adoucissant. Nous avons essayé de contacter vos contacts d'urgence. Parents, sœurs. Il fit une pause. Nous avons essayé tous les numéros. Aucune réponse. Ces mots tombèrent comme des coups physiques. Aucune réponse. Pas injoignable. Pas occupé. Simplement aucune réponse. Votre collègue Trevor a fourni les numéros, mais nous n'avons pu joindre personne. Il est dans la salle d'attente depuis votre arrivée. Trevor? Le même Trevor que j'avais réprimandé la semaine dernière pour avoir pris une longue pause déjeuner. Le même collègue avec qui je socialisais à peine en dehors des réunions de projet. Puis-je le voir? Ai-je demandé. Le docteur Williams hocha brièvement la tête. Vous avez besoin de repos plus que de visiteurs. Trevor entra maladroitement, le soulagement visible sur son visage habituellement impassible. Mec, tu nous as foutu une sacrée frousse. Désolé pour la présentation, dis-je automatiquement, les instincts d'entreprise guidant toujours mes préoccupations. Oublie la présentation. Gérald l'a géré. Catherine Wilson semblait en fait plus inquiète pour toi que pour la proposition. Elle a demandé à Gérald d'envoyer des mises à jour sur ton état. Il se déplaça inconfortablement. Ont-ils réussi à joindre ta famille? La question me piqua. Non. C'est bizarre. Je leur ai donné tous les numéros de ta fiche de contact d'urgence. Trevor fronça les sourcils. Tu veux que j'essaie de les appeler directement? Non, dis-je trop vite. Ce n'est pas nécessaire. Ils sont probablement occupés par quelque chose. L'excuse semblait creuse, même à moi. Qu'est-ce qui pouvait bien empêcher à la fois les parents et une sœur de répondre à plusieurs appels d'un hôpital? Trevor resta 10 minutes de plus, me mettant au courant des réactions du bureau et m'assurant que mon travail était en sécurité. Gérald a dit de te dire que la santé passe avant tout. La présentation Méridian peut être reportée. Après son départ, l'embarras m'a submergé. Mes collègues de travail montraient plus d'inquiétude que mes propres proches. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, grimaçant tandis que le mouvement tirait sur ma ligne de perfusion. Des notifications remplissaient mon écran, 12 messages de Gérald, 7 de Diana, 5 de Miranda. Même Catherine Wilson avait réussi à obtenir mon courriel, envoyant des vœux de rétablissement et des assurances que mon urgence médicale n'aurait pas d'impact négatif sur leur décision de fournisseur. Rien de Marcus, Hélène ou Rebecca Winston. J'ai composé le numéro de mon père, écoutant 6 sonneries avant que la messagerie vocale ne réponde. Papa, c'est Audi. Je suis à l'hôpital. Seattle Memorial. Rien de trop grave, mais rappelle-moi juste quand tu recevras ça. Ensuite, ma mère. Même résultat. Puis Rebecca. Rien. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication.
Peut-être étaient-ils tous partis quelque part avec une mauvaise réception. Peut-être étaient-ils en vol. Mais ces rationalisations semblaient fragiles face à la froide réalité, je les avais systématiquement repoussés pendant des années, et maintenant, dans mon moment de besoin, ils étaient simplement absents. Alors que le soir approchait, l'hôpital s'est calmé. Le changement d'équipe a amené de nouvelles infirmières qui vérifiaient les signes vitaux et ajustaient les médicaments avec un détachement professionnel. Le docteur Williams revint brièvement, satisfait de mes chiffres qui s'amélioraient, mais insistant pour que je reste hospitalisé pendant au moins plusieurs jours. Votre cœur a besoin de temps pour récupérer, Monsieur Winston, et franchement, le reste de vous aussi. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu une nuit de sommeil complète, ou un repas qui ne provenait pas d'un distributeur automatique? Je ne pouvais pas m'en souvenir. C'est ce que je pensais, dit-il, prenant des notes dans mon dossier. Considérez cela comme une remise à zéro obligatoire. Votre corps ne soutiendra pas ce rythme indéfiniment. Laissé seul, j'ai fait face au compagnon le plus terrifiant, le silence. Pas de téléphone qui sonne, pas de notification de courriel, pas de délai de projet, juste le bourdonnement de l'équipement médical et mes propres pensées résonnant dans une pièce stérile. J'avais construit toute mon identité autour de la réussite professionnelle. Enlever cela, et qui étais-je? Que restait-il de Woody Winston lorsque les présentations, les sessions de stratégie et les réunions avec les clients étaient supprimées? La réponse semblait être un homme dans un lit d'hôpital, sans personne qui se précipitait à son chevet. Alors que la nuit tombait complètement, la solitude devint une présence physique, lourde sur ma poitrine. J'ai attrapé mon téléphone à nouveau, ouvrant cette fois les médias sociaux. Peut-être y trouverais-je une explication au silence de ma famille. Une indication qu'ils étaient injoignables pour une raison légitime, et non pas simplement en train d'ignorer leur fils et frère dans son moment de besoin. Ce que j'ai trouvé allait briser ma réalité soigneusement construite. Mon doigt s'arrêta sur l'icône Facebook. Je consultais rarement les médias sociaux, les considérant comme une distraction de la productivité. Mon profil existait principalement comme un outil de réseautage professionnel, soigneusement organisé pour montrer des étapes de carrière plutôt que des moments personnels. L'application s'ouvrit sur mon fil d'actualité, rempli de mises à jour de connaissances lointaines et d'anciens camarades de classe. J'ai cherché Rebecca Winston et j'ai trouvé son profil immédiatement. Ma sœur publiait fréquemment, sa vie étant un flux coloré de rassemblements sociaux, de réalisations professionnelles et de moments en famille. Sa publication la plus récente, partagée seulement 3 heures plus tôt, me coupa le souffle. Une photo de toute ma famille réunie autour d'une table chez Antonio S., un restaurant italien haut de gamme que ma mère avait toujours voulu essayer. Mon père avait l'air détendu dans une chemise bleue boutonnée que je n'avais jamais vue. Ma mère souriait largement, son bras lié au sien. Rebecca était centrée dans le cadre, levant un verre de vin. Oncle James et tante Patricia, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, même Ben, mon meilleur ami d'enfance, qui était resté proche de ma famille malgré ma disparition progressive. La légende a écrasé tout le calme que j'avais maintenu. Nous célébrons la famille sans le drame. Soirée parfaite avec les personnes qui comptent le plus. Famille bénie avant tout. 38 commentaires en dessous. J'ai fait défiler, chacun étant une blessure fraîche. C'est génial d'avoir un dîner paisible pour une fois. Ta mère a l'air si heureuse. Dis-lui que j'adore sa nouvelle coiffure. Meilleure réunion des Winston depuis des lustres. Rebecca avait répondu avec enthousiasme à chaque commentaire, ne mentionnant à aucun moment mon absence ou mon séjour à l'hôpital. C'était comme si j'avais été entièrement effacé du récit familial. J'ai zoomé sur leur visage, cherchant des signes d'inquiétude, une indication qu'au-dessous de leur sourire se cachaient des pensées pour leurs membres de la famille manquants. Mon père riait ouvertement de quelque chose à travers la table. Les yeux de ma mère se plissaient de joie authentique. Rebecca semblait plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. La vérité a frappé avec une clarté stupéfiante, ils étaient plus heureux sans moi. J'ai posé mon téléphone, l'écran vers le bas, sur la couverture, incapable de regarder davantage. L'équipement de surveillance a trahi ma détresse tandis que mon rythme cardiaque grimpait. Une infirmière a passé la tête, me demandant si j'avais besoin de quelque chose pour la douleur. La douleur physique aurait été plus facile à gérer que cette douleur creuse se propageant dans ma poitrine. Je vais bien, ai-je menti, j'essaie juste d'être à l'aise. Elle ajusta mon oreiller et partit. Je suis resté immobile, fixant le plafond tandis que les souvenirs affluaient, recontextualisés par cette nouvelle révélation. Les étés d'enfance au lac Chélan,
où Rebecca et moi construisions des châteaux de sable élaborés, pendant que papa grillait et que maman lisait des livres de poche sous un parasol. Les matins de week-end à regarder des dessins animés en pyjama, partageant un bol de céréales. Papa nous apprenant à pêcher tous les deux, patients malgré nos emmêlements constants et nos appâts perdus. Maman pansant les genoux écorchés et les coudes, embrassant les larmes avec de douces assurances. Quand cela avait-il changé? Quand étais-je passé de fils et frères bien-aimés à obligation familiale, l'invité indésirable dont la présence jetait une ombre sur les rassemblements? L'université avait été la première division. Alors que Rebecca fréquentait la Washington State, restant assez proche pour des visites à la maison le week-end, j'avais choisi Stanford, plaçant des centaines de kilomètres entre Portland et moi. Au début, j'appelais chaque semaine, partageant des histoires de cours et de nouveaux amis. Mais à mesure que la compétition académique s'intensifiait, ces appels sont devenus mensuels, puis occasionnels. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste à Seattle plutôt que de retourner à Portland, où mon père avait des relations dans toutes les grandes entreprises. Je fais mon propre chemin, avais-je déclaré fièrement. Mes parents avaient soutenu ma décision en apparence, mais je me souvenais maintenant de la douleur dans les yeux de ma mère lorsque j'avais signé le bail de mon appartement de Seattle. Les réunions de famille devenaient de plus en plus tendues au fil des années. Ma réussite en entreprise semblait irriter mon père plutôt que l'impressionner. Toute cette éducation pour aider les entreprises riches à devenir plus riches, avait-il fait remarquer une fois après que j'ai décrit un trimestre particulièrement réussi. J'avais écarté son commentaire comme de la pensée démodée, ne reconnaissant pas le jugement de valeur qui se cachait derrière. Rebecca et moi avons développé une politesse tendue. Notre proximité d'enfance érodée par ma distance physique et émotionnelle. Elle s'est intégrée de plus en plus dans l'entreprise familiale, rénovant leur site web, modernisant les stratégies marketing, et prenant finalement en charge les relations clients. Papa rayonnait de fierté en décrivant ses contributions. Mes contributions, en revanche, profitaient à des étrangers. Mon expertise construisait des logiciels que je ne pouvais pas expliquer à mes parents sans utiliser un jargon qui les excluait. Mon succès se manifestait par des promotions et des primes qui m'éloignaient de la maison, au lieu de m'en rapprocher. À Thanksgiving dernier, la tension avait culminé lorsque j'étais arrivé en retard, ayant pris un appel client dans l'allée qui s'était étirée jusqu'à 40 minutes. Le dîner était déjà servi, ma chaise vide étant une accusation silencieuse. « C'est gentil de te joindre à nous », avait dit mon père, sans prendre la peine de cacher son irritation. Certains d'entre nous ont des emplois qui ne se terminent pas facilement à 17 heures, avais-je répondu. Ma mère était intervenue rapidement. Ton assiette est dans le tiroir chauffant, chérie. Encore chaude. Mais le mal était fait. La conversation était restée tendue tout au long du repas. J'étais parti tôt le lendemain matin, invoquant des urgences professionnelles. Personne n'avait semblé surpris, ni particulièrement déçu. Maintenant, allongé dans un lit d'hôpital, mon corps en rébellion ouverte, je me demandais si j'avais orchestré ma propre isolation, construit des murs si épais que même les appels de l'hôpital ne pouvaient pas les pénétrer. Je n'ai pas commenté la photo de Rebecca. Je n'ai pas envoyé de message pour les informer de mon état. La fierté, cette émotion la plus destructive, m'a empêché de paraître vulnérable, d'admettre que j'avais besoin de ce que j'avais si négligemment jeté, la famille. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Le matin, lorsque le docteur Elizabeth Thompson, la cardiologue, est arrivée pour la tournée matinale, elle a froncé les sourcils à la vue de mes relevés. Vos marqueurs physiques s'améliorent, mais votre niveau de stress reste préoccupant, dit-elle, étudiant mon visage. Quelque chose vous tracasse au-delà de l'évidente frayeur pour la santé? J'ai envisagé d'esquiver sa question, mais je me suis trouvé trop épuisé pour la prétention. Je viens de découvrir que ma famille célèbre mon absence plutôt que de s'inquiéter pour moi. Le docteur Thompson tira une chaise. Contrairement à l'efficacité clinique du docteur Williams, elle projetait une compassion sincère. Les relations familiales peuvent être compliquées, surtout pendant une crise de santé. Voulez-vous en parler? Je me suis surpris à accepter son invitation. L'histoire a jailli, mon retrait progressif de la vie de famille, la relation compétitive avec Rebecca, la désapprobation de mon père, les appels de l'hôpital sans réponse, et enfin, la publication dévastatrice sur les médias sociaux. Il semble que je me suis systématiquement retiré de leur vie pendant des années, ai-je conclu, et maintenant, ils ont simplement accepté mon absence comme l'état préféré. Le docteur Thompson considéra cela. Ou peut-être y a-t-il un contexte qui vous manque.
Les médias sociaux racontent rarement toute l'histoire. Toute l'histoire est que j'ai priorisé le travail par rapport aux relations, jusqu'à ce que ces relations se flétrissent. Un cas classique de récolter ce que l'on sème. L'amertume dans ma voix m'a surpris moi-même. Eh bien, monsieur Winston, que cette évaluation soit exacte ou non, votre priorité actuelle doit être le rétablissement. Le stress physique et émotionnel sont entrelacés. Votre cœur ne peut pas guérir tant que vous êtes dans cet état de détresse. Elle avait raison, bien sûr. La logique médicale dictait de se concentrer sur le rétablissement, de mettre de côté le drame familial jusqu'à ce que mon corps se stabilise. Mais les émotions suivent rarement des voies logiques. Alors que le docteur Thompson partait, j'ai pris une décision. Je reconstruirais ma vie sans dépendre des liens familiaux. S'ils avaient tourné la page, je ferais de même. Une fois sorti, je réorganiserai mes habitudes de travail, je me ferai de vrais amis plutôt que des contacts de réseautage, et peut-être même que je recommencerai à sortir avec quelqu'un. Je prouverai que Woody Winston pouvait s'épanouir indépendamment, sans la famille qui, apparemment, s'épanouissait sans lui. Cette résolution m'a porté à travers la journée avec un calme artificiel. J'ai répondu poliment aux demandes des infirmières, j'ai mangé la nourriture d'hôpital fade sans me plaindre, et j'ai même réussi à envoyer de brefs textos optimistes à Gérald et Trevor sur mon état qui s'améliorait. À l'intérieur, cependant, une vie entière de certitude avait été bouleversée. La fondation sur laquelle j'avais bâti mon identité de succès professionnel, réussite individuelle, autonomie s'était fissurée irréparablement. J'étais à la dérive dans des eaux émotionnelles inconnues, sans la bouée de sauvetage que je n'avais jamais reconnue, le besoin du soutien inconditionnel de personnes qui me connaissaient avant que je ne devienne un CV d'accomplissement. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma maison d'enfance. Dans le rêve, je me tenais dehors, regardant à travers les fenêtres ma famille réunie pour le dîner. J'ai frappé à plusieurs reprises, mais personne n'a entendu. Lorsque j'ai essayé la porte, ma clé ne rentrait plus dans la serrure. Je me suis réveillé avec des larmes sur le visage, les premières que j'avais versées depuis l'enterrement de mon grand-père, une décennie plus tôt. La routine hospitalière s'est rapidement établie. Vérification des signes vitaux à 6 heures du matin, petit déjeuner à 7h30, tournée des médecins à 9h, physiothérapeute à 11h, me guidant à travers des exercices doux pour maintenir la force sans taxer mon cœur en convalescence. Déjeuner à 12h30. Après-midi rempli de tests, échocardiogramme, analyse de sang, surveillance du stress. Dîner à 17h30. Les lumières s'éteignaient à 21h, bien que le sommeil restât insaisissable. Mon état s'est amélioré régulièrement, du moins selon les chiffres. La tension artérielle s'est stabilisée. Le rythme cardiaque s'est normalisé. La fatigue écrasante a reculé progressivement. Le docteur Williams semblait satisfait de mes progrès, bien qu'il maintienne que je devais rester hospitalisé pour une observation continue. Votre cœur a subi une tension importante, monsieur Winston. Nous devons nous assurer qu'il récupère vraiment avant de vous renvoyer chez vous, d'autant plus que vous vivez seul. Cette dernière partie m'a piqué plus qu'il ne l'avait probablement voulu. Trevor me rendait visite quotidiennement, généralement pendant sa pause déjeuner, apportant des nouvelles du bureau et, le deuxième jour, un ordinateur portable pour que je puisse consulter mes courriels. Gérald est venu une fois, se tenant maladroitement au pied de mon lit dans son costume impeccable, m'assurant que ma position restait sécurisée. Prends tout le temps dont tu as besoin, Woody. La présentation Méridian a été reportée au mois prochain. Diana et Trevor peuvent gérer le travail de préparation. Ces mots auraient dû me soulager. Au lieu de cela, ils ont déclenché une anxiété inattendue. Si mon équipe pouvait fonctionner sans moi, étais-je aussi essentiel que je l'avais cru? La pensée fut immédiatement suivie d'une réalisation plus troublante, j'étais en train de mesurer ma valeur par mon caractère indispensable au travail. C'était l'état d'esprit même qui m'avait fait atterrir dans ce lit d'hôpital. Miranda organisa une carte signée par tout le département et envoya une modeste composition d'hortensia bleue. La note disait « Les bureaux peuvent être remplacés. Vous non. Rétablissez-vous. » Un geste étonnamment personnel de la part de quelqu'un que je connaissais depuis moins de 6 mois. Diana livra une pile de revues d'affaires et de rapports de l'industrie. « Je pensais que tu pourrais t'ennuyer, » expliqua-t-elle en les plaçant sur ma table de chevet. Bien que les médecins aient dit de ne pas te stresser avec des questions de travail, alors c'était peut-être une mauvaise idée. Non, c'est attentionné, les jeux assurés, bien que les publications n'aient désormais remarquablement peu d'attrait.
Les projections trimestrielles et les analyses de marché qui avaient autrefois consommé mon attention semblaient maintenant abstraites, déconnectées de tout ce qui était significatif. Le plus surprenant fut la présence constante de Jessica, l'infirmière de nuit affectée à mon étage. Contrairement aux infirmières de jour efficaces, mais détachées, Jessica m'engageait dans de vraies conversations pendant ses tournées. « Que faites-vous lorsque vous ne vous travaillez pas jusqu'à un événement cardiaque » demanda-t-elle la deuxième nuit, vérifiant ma perfusion avec des mains expérimentées. « Je travaille plus, ai-je admis. » Elle rit, un son chaleureux dans l'environnement stérile. Cela explique beaucoup de choses. Pas de passe-temps, pas de vie sociale, pas de passion en dehors du bureau? J'ai eu du mal à formuler une réponse qui ne paraisse pas pathétique. Autrefois, j'avais joué au basket-ball récréatif, j'aimais faire de la randonnée sur les magnifiques sentiers autour de Seattle, et j'avais même tâté des cours de cuisine. Mais ces activités avaient été progressivement sacrifiées pour des semaines de travail de 60 heures et des sessions de projet le week-end. J'avais des centres d'intérêt, ai-je finalement dit. J'ai l'impression de les avoir égarés. Jessica ne jugea pas. Au lieu de cela, elle partagea des histoires de sa propre vie, élever 2 adolescents en tant que mère célibataire, suivre des cours du soir pour obtenir un diplôme d'infirmière avancée, entretenir un petit jardin en conteneur sur le balcon de son appartement. Sa vie semblait chaotique, mais ancrée dans des liens authentiques. Les soins infirmiers m'ont appris quelque chose de précieux, a-t-elle dit lors de notre conversation de la 3e nuit. On ne nous garantit pas le lendemain. Cela semble cliché, mais quand vous voyez des gens faire face à cette réalité quotidiennement, cela change vos priorités. Ces paroles ont résonné plus que n'importe quel discours de motivation d'entreprise que j'avais jamais entendu. Dès le 3e jour, j'avais développé une nouvelle routine dans la routine hospitalière, les matinées pour les interactions médicales nécessaires, les après-midi pour la réflexion et la planification provisoire. À quoi ressemblerait réellement une vie équilibrée? Comment pourrais-je maintenir l'élan de ma carrière sans sacrifier tout le reste? Les soirées étaient consacrées à la diffusion de documentaires sur mon téléphone, un petit plaisir que je m'étais refusé pendant des années, optant toujours pour des podcasts industriels à la place. Pas une seule fois je n'ai tenté de contacter ma famille à nouveau. Leur silence était devenu une blessure que je refusais de rouvrir. Dans mon esprit, j'avais déjà commencé à construire un avenir sans les réunions de famille Winston, les dîners de vacances ou les célébrations d'anniversaire. Je construirais des liens ailleurs, peut-être rejoindrais-je une ligue sportive récréative, renouerais-je avec des amis de l'université que j'avais négligés, accepterais-je l'invitation occasionnelle à l'happy hour de collègues. Le docteur Elizabeth Thompson continuait de surveiller ma récupération cardiaque, prolongeant souvent nos sessions au-delà de la nécessité médicale pour vérifier mon état émotionnel. Le lien entre le mental et le cœur est puissant, expliquait-elle. La détresse émotionnelle peut se manifester physiquement, en particulier dans la fonction cardiaque. Quelque chose dans sa compassion directe a brisé ma façade professionnelle. Lors de sa visite le 3e jour, je me suis surpris à partager plus de pensées personnelles que je n'en avais révélées à quiconque depuis des années. J'ai construit toute mon identité autour de la réussite professionnelle, ai-je admis. Enlevez cela, et je ne suis pas sûr de qui il reste. Le docteur Thompson hocha la tête pensivement. Beaucoup de personnes très performantes sont confrontées à cette question, bien que généralement pas dans des circonstances aussi dramatiques. J'ai toujours cru que je travaillais pour quelque chose de significatif, la sécurité, le succès, le respect. Mais maintenant, je me demande si je ne fuyais pas quelque chose. Comme quoi? A-t-elle incité? La vulnérabilité, peut-être. La possibilité d'échouer dans les relations, comme mon père a échoué avec son premier mariage avant de rencontrer ma mère. Le risque d'être jugé et trouvé insuffisant. Le docteur Thompson sourit légèrement. On dirait que vous faites du bon travail, au-delà du rétablissement physique. Nos conversations se poursuivirent, estompant la ligne entre consultation médicale et thérapie. J'ai appris qu'elle avait elle-même traversé sa propre phase de bourreau de travail pendant sa résidence médicale, détruisant presque son mariage avant de reconnaître le schéma. L'équilibre n'est pas quelque chose que vous atteignez une fois et maintenez pour toujours, a-t-elle dit. Il nécessite un ajustement constant, comme diriger un bateau, de petites corrections pour rester sur la bonne voie. Le 4e jour, le docteur Williams me déclara assez stable pour ma sortie le lendemain matin, mais avec des limitations strictes sur l'activité et des rendez-vous de suivi obligatoires. Votre corps a besoin d'un repos continu, monsieur Winston. Pas de travail pendant au moins 2 semaines, temps d'écran limité, pas de stress.
Le vieux Woody aurait argumenté, négocié, trouvé des échappatoires pour maintenir son implication au travail. Le nouveau Woody, toujours émergeant du traumatisme cardiaque et de la révélation émotionnelle, se contenta d'accepter en hochant la tête. Ce soir-là, je me sentis assez fort pour me doucher seul et me changer dans des vêtements frais que Trevor avait apportés de mon appartement. Le simple fait de porter autre chose qu'une chemise d'hôpital me redonna un petit sentiment de normalité. Je me suis assis sur la chaise de visiteur plutôt que sur le lit, regardant le coucher de soleil à travers ma fenêtre, contemplant les changements qui m'attendaient. Mon téléphone est resté silencieux sur la table de chevet. Pas d'appel ni de message de Portland, pas d'enquête familiale sur mon état. J'avais fait la paix avec cette réalité. Du moins, c'est ce que je me disais. Demain, je retournerai à mon appartement, commencerai ma récupération physique, et mettrai progressivement en œuvre les changements de style de vie que cette expérience avait rendus nécessaires. Peut-être qu'avec le temps, je recontacterai ma famille, quand je pourrai les approcher d'une position d'intégrité plutôt que de besoin. L'univers, cependant, avait d'autres plans pour la réconciliation. Alors que Seattle sombrait dans l'obscurité et que les couloirs de l'hôpital se calmaient pour la nuit, mon avenir soigneusement construit était sur le point d'être complètement réécrit. L'horloge murale indiquait 2h17 du matin lorsque mon téléphone se mit à sonner, vibrant violemment sur la table de chevet. J'ai sursauté, momentanément désorienté dans la pièce faiblement éclairée de l'hôpital. En tâtonnant pour l'appareil, je m'attendais à un appel accidentel ou peut-être à un mauvais numéro. L'écran flamboyait de notifications, 73 appels manqués. 48 de mon père, 19 de ma mère, 6 de Rebecca. Tous au cours des 4 dernières heures. Un message texte apparut alors que je regardais avec incrédulité. Réponds. C'est plus grave que tu ne le penses. C'est sérieux. De mon père, envoyé il y a 3 minutes. Mon pouce plana au-dessus de la notification. La colère, la confusion et la peur se disputaient la domination. Après 4 jours de silence, maintenant ils étaient désespérés de me joindre. Le moment semblait cruel, presque calculé pour coïncider avec mon rétablissement. Avant que je puisse décider de répondre, le téléphone vibra à nouveau. Appel entrant, papa. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, chaque fois alimentant mon ressentiment. Ils avaient ignoré les appels de l'hôpital concernant l'urgence médicale de leur fils, mais s'attendaient à une réponse immédiate à leur crise. Quelle qu'elle fût, elle pouvait sûrement attendre le matin. À la 6e sonnerie, quelque chose en moi céda. Peut-être étaient-ce les mots de Jessica sur les lendemains garantis. Peut-être la vulnérabilité des derniers jours avait-elle adouci ma défensive réflexe. Quelle que soit la raison, j'ai appuyé sur accepter. Allô. Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles, un mélange de sommeil persistant et de prudence émotionnelle. Woody. La voix de mon père ne contenait rien de son ton autoritaire habituel. Au lieu de cela, il sonnait éraillé, désespéré. Dieu merci. Tu vas bien? Est-ce que je vais bien? L'incrédulité aiguisa ma réponse. J'étais à l'hôpital depuis 4 jours. La meilleure question est, où étiez-vous? L'hôpital? De quoi parles-tu? Une confusion sincère colora ses mots. Quel hôpital? Seattle Memorial. Je me suis effondré pendant une présentation lundi. Ils vous ont appelé tous les 3 à plusieurs reprises. Personne n'a répondu. Le silence s'étira pendant plusieurs secondes, brisé seulement par ce qui ressemblait à la respiration tremblante de mon père. Quand il parla à nouveau, sa voix s'était réduite à quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Fils, nous sommes à l'Université des sciences de la santé de l'Oregon depuis jeudi dernier. Ta mère. Sa voix se brisa. Hélène a le cancer. Quoi? Stade 4, pancréatique. Ils l'ont découvert lors de son examen de routine. La pièce sembla s'incliner sous moi. De toutes les explications possibles pour leur silence, celle-ci ne m'était jamais venue à l'esprit. Quoi? Non, ça ne peut pas être vrai. J'ai vu la publication de Rebecca sur Facebook. Vous étiez tous chez Antonio S à célébrer. Un rire creux, totalement dépourvu d'humour. Ce dîner était à la cafétéria de l'hôpital, après la première séance de radiothérapie de ta mère. Le chef là-bas travaillait chez Antonio S, il a fait son plat de pâtes préféré. Mais la légende de Rebecca. Célébrer sans le drame? Parce que ta mère a insisté pour qu'on ne te le dise pas avant ta grande présentation.
Elle savait à quel point c'était important pour ta carrière. Sa voix devint tendue. Elle nous a fait promettre d'attendre. Elle a dit que te le dire ajouterait juste de la pression quand tu avais besoin de te concentrer. Drame n'était son mot pour son diagnostic, toujours à minimiser pour protéger tout le monde. Ma main libre agrippa le rail du lit d'hôpital alors que les implications se répercutaient dans ma conscience. Pendant que je m'indignais de leur apparente indifférence, ma mère me protégeait de la distraction. Pendant que je nourrissais ma fierté blessée à cause d'une publication mal interprétée sur les médias sociaux, ils commençaient le combat de leur vie. Pourquoi appelez-vous maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? La peur me constricta la gorge. Complication de la radiothérapie. Ils ont dû la ramener en urgence. C'était grave. Sa voix se brisa complètement. Elle n'arrêtait pas de te demander. Quand nous avons essayé d'appeler, tout ce que nous obtenions était ta messagerie vocale. Rebecca a pensé à vérifier l'hôpital près de ton travail. C'est comme ça que nous avons appris ton malaise. La honte m'a submergé par vagues nauséeuses. J'avais mis mon téléphone en silencieux pendant la tournée des médecins le premier jour et je n'avais jamais pris la peine de réactiver les notifications, supposant que personne n'appellerait. Papa, Les mots m'ont manqué complètement. Dis-moi juste que tu vas bien, dit-il, luttant audiblement pour retrouver son calme. Ta mère a besoin de le savoir quand elle se réveillera. Je sors demain. Stress cardiaque dû au surmenage. Rien de permanent. Dieu merci pour ça au moins. Le soulagement éclaira momentanément son ton. Woody, je sais que les choses ont été tendues entre nous. Je sais que je n'ai pas toujours exprimé. Il fit une pause, cherchant ses mots. Ta mère a besoin de nous tous maintenant. Peux-tu venir à Portland? La question ne nécessita aucune considération. Je pars dès qu'il me donne mon congé. Pendant les 20 minutes suivantes, mon père a comblé les lacunes, les vagues plaintes de ma mère concernant des maux de dos qui se sont avérés être liés à la tumeur, le diagnostic dévastateur quelques jours seulement après notre dispute à propos de sa fête d'anniversaire, la famille se ralliant autour d'elle, prenant des quarts à l'hôpital tout en maintenant la prétention de la normalité pour honorer son souhait que je reste concentré sur ma présentation. Elle n'arrêtait pas de dire « Ne le dérangez pas maintenant ». C'est sa grande chance, expliqua mon père, la voix nouée par l'émotion. Même lorsqu'on lui a annoncé le pronostic, elle s'inquiétait de ruiner ton opportunité. La révélation d'un amour aussi désintéressé de la part de la femme que j'avais si souvent déçue brisa quelque chose en moi. Les larmes coulaient librement sur mon visage pour la deuxième fois en 20 ans. Papa, j'ai eu tellement tort sur tout. Nous avons tous nos regrets, fils. Une douceur que j'avais rarement entendue chez Marcus Winston. Pour l'instant, concentrons-nous sur ta mère, sur le fait d'être la famille dont elle a besoin. Après avoir raccroché, je suis resté immobile dans la chambre d'hôpital obscurcie, toute ma vision du monde se réalignant. La photo que j'avais interprétée comme une exclusion avait été une protection. Le silence que j'avais lu comme un rejet avait été un respect pour mes objectifs professionnels. La famille que j'avais accusée d'abandon menait sa propre bataille, honorant le souhait de ma mère de me protéger. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, faisant venir l'infirmière de nuit. Lorsque Jessica apparut, j'expliquai la situation aussi calmement que mon état émotionnel le permettait. Je dois sortir demain matin à la première heure. Ma mère est à l'hôpital à Portland avec un cancer avancé. J'ai besoin d'y aller immédiatement. Le professionnalisme de Jessica s'adoucit avec compassion. J'alerterai le docteur Williams. Il a sa tournée à 7 heures du matin. Je ne peux pas promettre une sortie anticipée, mais je m'assurerai qu'il comprenne l'urgence. Merci, dis-je, le pensant plus profondément que ces simples mots ne pouvaient l'exprimer. Après son départ, j'ai appelé Rebecca. Ma sœur a répondu immédiatement, sa voix étant à la fois épuisée et alerte. Woody. Elle n'avait pas utilisé mon surnom d'enfance depuis plus de 10 ans. Papa t'a atteint. Oui, Rebecca. Je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée pour maman, et j'ai complètement mal compris ta publication. Cette stupide publication. L'autoflagellation emplit sa voix. Maman a insisté pour que nous agissions normalement. Elle a dit qu'elle ne voulait pas devenir Madame Cancer pour tous ses amis tout de suite. Papa a suggéré Antonio S., car c'était son préféré, mais elle ne pouvait pas supporter la vraie nourriture de restaurant après la radiothérapie. Le chef de l'hôpital a pris le relais. Je n'aurais jamais dû la publier. Non, j'aurais dû appeler plus souvent.
J'aurais dû être là pour son anniversaire. J'aurais dû être un meilleur fils. Nous aurions tous dû faire beaucoup de choses différemment, soupira Rebecca. Mais maman ne pense pas comme ça. Elle veut juste que sa famille soit réunie maintenant. J'arrive demain, dès qu'il me libère. Bien. Elle sera tellement soulagée. Une pause. Woody, tu m'as manqué. Le vrai toi, pas la version robot d'entreprise. La simple honnêteté de sa déclaration transperça directement mon armure professionnelle soigneusement construite. Tu m'as manqué aussi, Becca. Vous m'avez tous manqué. J'ai juste oublié comment le montrer. Nous avons parlé jusqu'à ce que l'aube se lève sur Seattle, partageant des craintes concernant le pronostic de notre mère et des espoirs pour son traitement. Pour la première fois depuis des années, nous parlions comme des frères et sœurs plutôt que comme des concurrents, unis par l'amour de la femme qui nous avait donné la vie et faisait maintenant face à sa fin potentielle. Lorsque le docteur Williams arriva pour la tournée du matin, il me trouva habillé et mes affaires prêtes, mes papiers de sortie attendant sa signature. L'infirmière Jessica a mentionné votre urgence familiale, dit-il, examinant mon dossier. Vos chiffres sont bons, mais je dois insister sur l'importance d'un repos continu et de soins de suivi. Je comprends. Je trouverai un cardiologue à Portland. Il m'étudia, notant peut-être la transformation qui s'était produite pendant la nuit. Le soutien familial est un excellent remède, Monsieur Winston. Peut-être que cette situation, aussi difficile soit-elle, pourrait bénéficier à votre rétablissement de manière inattendue. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Alors que Trevor arrivait pour me conduire à la gare, j'envoyai un dernier SMS à mon père en chemin dit à maman que je l'aime. Dis-lui que je comprends enfin ce qui compte. Le trajet en train de Seattle à Portland dura 3h26. Chaque kilomètre me rapprochait d'une réalité que j'avais passé des années à éviter, ma place au sein de la famille Winston, avec toutes ses complications, ses attentes, et l'amour inconditionnel que j'avais tenu pour acquis. Trevor m'avait conduit à la gare de King Street, portant mon petit sac de nuit. Gérald dit de prendre tout le temps dont tu as besoin, m'assura-t-il sur le quai. L'équipe va gérer. La famille passe avant tout. La famille passe avant tout. Un concept si simple qui m'était devenu étranger. Portland m'accueillit avec sa bruine caractéristique. Le ciel gris correspondait à mon humeur alors que je prenais un taxi directement pour l'Université des sciences de la santé de l'Oregon. Le complexe hospitalier se dressait, grand et institutionnel. Pourtant, quelque part à l'intérieur de ces murs se trouvait le centre de mon univers. Une femme qui m'avait aimé sans condition, même lorsque j'avais été le plus peu aimable. Trouver l'étage d'oncologie nécessita de naviguer dans un labyrinthe de couloirs et d'ascenseurs. Mon cœur battait la chamade, non pas par effort, mais par anticipation. Que allais-je dire? Comment pourrais-je exprimer les transformations des dernières 24 heures? Rebecca me repéra la première, se levant d'une chaise de la salle d'attente, son visage montrant la tension des nuits sans sommeil et de l'inquiétude constante. Sans parole, elle se jeta dans mes bras, ses épaules secouées par des larmes silencieuses. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré dans ses cheveux. Elle recula, essuyant ses yeux. Elle se repose. Papa est avec elle. La complication était une réaction sévère à la radiothérapie. Ils ont ajusté son protocole. À quel point est-ce grave, vraiment? Ai-je demandé, ayant besoin de la vérité sans phare. L'expression de Rebecca confirma mes craintes. 20% de taux de survie à 5 ans. Mais maman a déjà battu les pronostics, et elle est déterminée à nous voir installés correctement tous les deux avec des familles, comme elle le dit. La chambre d'oncologie était faiblement éclairée, les moniteurs bipant doucement. Mon père était assis à côté du lit, tenant la main de ma mère, sa présence normalement imposante diminuée par le chagrin et l'épuisement. Il leva les yeux lorsque nous entrâmes, le soulagement se lisant sur son visage. Woody. Il se leva, m'embrassant avec une force inattendue. Elle te réclamait. Et là, au milieu des tubes et des fils, gisait Helen Winston. Ses traits normalement vibrants étaient décharnés. Sa peau était jaune, ses cheveux bruns épais s'éclaircissaient déjà à cause du traitement. Pourtant, lorsqu'elle ouvrit les yeux et me vit, le sourire qui illumina son visage contenait toute la chaleur et l'amour qui avaient défini mon enfance. Mon garçon, murmura-t-elle, sa voix faible, mais joyeuse. Tu es venu? Je me suis approché de son lit, prenant délicatement sa main libre, faisant attention à la ligne de perfusion. Bien sûr que je suis venu, maman.
Je suis tellement désolé qu'il ait fallu cela pour me ramener à la maison. Absurdité, dit-elle avec une fermeté surprenante. Tu construisais ta carrière. C'est important aussi. Pas aussi important que ça. Pas aussi important que toi. La vérité que j'avais oubliée dans mon ambition aveugle. Ses yeux cherchèrent mon visage. Tu as l'air fatigué, chérie. Rebecca a mentionné que tu étais à l'hôpital aussi. Laissez à ma mère le soin de s'inquiéter pour moi, tout en se battant pour sa propre vie. Juste un rappel pour prendre mieux soin de moi. Rien de sérieux. Mon père s'éclaircit la gorge. Ton fils s'est effondré d'épuisement et de tension cardiaque. Apparemment, il se tuait à la tâche. Son ton ne contenait aucun jugement, seulement de l'inquiétude. L'expression de ma mère se transforma en inquiétude maternelle. Woody Alexander Winston, as-tu encore sauté des repas? Tu ne dors pas. La normalité de sa réprimande brisa quelque chose en moi. Les larmes coulaient librement alors que je m'agenouillais à côté de son lit. Maman, j'étais tellement perdu, j'avais tellement tort sur ce qui compte. Je pensais que le succès signifiait des promotions et des projets. Mais je ratais tout ce qui était important. Ses doigts minces caressèrent mes cheveux, un geste de l'enfance qui débloqua un flot de souvenirs. Nous trouvons tous notre chemin éventuellement, chérie. Certains chemins prennent juste plus de temps que d'autres. Pendant l'heure suivante, nous avons parlé en famille. Vraiment parlé, sans les sous-entendus compétitifs ou l'évitement prudent des sujets sensibles qui avaient caractérisé nos interactions ces dernières années. La maladie de ma mère avait dépouillé la prétention, ne laissant que ce qui était authentique et essentiel. J'ai appris que Rebecca portait le poids de l'entreprise familiale tandis que notre père prenait un congé prolongé pour soutenir le traitement de maman. Que mes parents avaient essayé de me joindre plusieurs fois avant ma présentation, mais avaient respecté ma concentration lorsque je ne retournais pas les appels. Que la légende sans drame avait été une blague de ma mère sur sa propre condition, sa façon de maintenir la normalité face à une nouvelle dévastatrice. Je ne voulais pas t'ennuyer, expliqua-t-elle. Ton père a dit que cette présentation pouvait changer ta carrière. Rien ne vaut de rater ce temps avec toi, ai-je répondu, pensant sincèrement chaque mot. Rien. Alors que le soir approchait, ma mère se fatigua. L'oncologue, le docteur Chen, arriva pour discuter des ajustements de traitement, exprimant un optimisme prudent quant au nouveau protocole. Avant de partir, mon père me tira à part dans le couloir. Fils, ta mère se bat de toutes ses forces, mais cette route sera longue et difficile. Nous devons être réalistes quant à ce qui nous attend. J'ai acquiescé, le planificateur stratégique d'entreprise en moi calculant déjà la logistique. Je vais me transférer temporairement à notre bureau satellite de Portland. Mon bail à Seattle est au mois. Je peux trouver quelque chose ici, près de l'hôpital. Les yeux de mon père s'écarquillèrent légèrement. Tu ferais ça? Quitter ta position? Je ne quitte rien d'important, ai-je dit avec une certitude que je n'avais jamais ressentie pour aucune décision commerciale. Gérald m'a déjà assuré que mon travail est sécurisé. Et franchement, même s'il ne l'était pas, certaines choses comptent plus. Pour la première fois dans ma mémoire d'adulte, Marcus Winston m'a embrassé sans réserve, sa puissante stature tremblante d'émotion. Tu m'as manqué, fils. Le vrai toi. Rebecca nous rejoignit, formant un cercle de solidarité Winston dans ce couloir d'hôpital stérile. Nous faisons cela ensemble, dit-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été toute la journée. Nous tous. Les semaines suivantes établirent une nouvelle normalité. J'ai trouvé une location à court terme à distance de marche de l'hôpital. Le bureau de Portland m'a accueilli, offrant des heures flexibles qui s'adaptaient à l'horaire de traitement de ma mère. Gérald a tenu parole concernant la protection de ma position, suggérant même que la relocalisation temporaire pourrait bénéficier à nos opérations de Portland. Le plus surprenant fut que le docteur Elizabeth Thompson de Seattle Memorial me contacta, recommandant un collègue à Portland pour mon suivi cardiaque et vérifiant mon bien-être émotionnel. Notre relation professionnelle a évolué vers une amitié, ajoutant une luminosité inattendue à des jours difficiles. La bataille de ma mère se poursuivait avec des traitements éprouvants, des revers et de petites victoires. Certains jours, elle pouvait à peine parler à cause des nausées et de la douleur. D'autres jours, son esprit brillait si intensément qu'il était possible d'oublier brièvement la gravité de son diagnostic. À travers tout cela, notre famille est restée unie. Les petites compétitions et les malentendus du passé ont été remplacés par un soutien et une appréciation sincère.
Un mois après mon arrivée à Portland, nous avons reçu des nouvelles prudemment positives. La tumeur avait répondu au traitement, diminuant de manière mesurable pour la première fois. Pas encore sorti de l'auberge, a prévenu le docteur Chen, mais nous allons définitivement dans la bonne direction. Ce soir-là, nous avons célébré avec des plats à emporter de restaurants thaïlandais préférés de ma mère, servis dans la bonne vaisselle dans sa chambre d'hôpital, alors qu'elle savourait son premier vrai appétit depuis des semaines. Elle regarda sa famille avec un contentement indéniable. Ceci, dit-elle, nous désignant tous. C'est ce pourquoi j'ai prié. Pas seulement de guérir, mais d'avoir ma famille réunie à nouveau. Rebecca leva son verre d'eau en toast, à la famille, la vraie mesure du succès. Mon père et moi nous sommes joints au toast, les simples tasses en plastique plus significatives que n'importe quelle flûte à champagne en cristal lors d'une célébration d'entreprise. Plus tard, en marchant vers mon appartement temporaire, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait amené ici. Mon malaise pendant cette présentation avait semblé être une catastrophe professionnelle, une humiliation personnelle et un échec physique combiné. Pourtant, sans ce moment, sans le séjour forcé à l'hôpital et la publication mal interprétée sur les médias sociaux, aurais-je retrouvé mon chemin vers ce qui comptait vraiment? Parfois, nos plus grands échecs ouvrent des portes vers nos succès les plus importants. Ma carrière réussie m'avait conduit plus loin de la connexion authentique. Mon effondrement physique avait finalement empêché un effondrement émotionnel et spirituel plus profond. Le lendemain matin, j'ai établi un nouveau rituel. Avant de consulter mes courriels professionnels ou d'aborder des projets à distance, je commençais chaque journée en écrivant dans un journal que le Dr Thompson avait suggéré. L'entrée du jour reflétait ma compréhension évolutive. Le succès sans personne pour le partager n'est qu'une réalisation. La réalisation sans amour n'est qu'une activité. L'activité sans but n'est qu'un mouvement. J'ai passé des années en mouvement, le prenant pour du progrès. Le vrai progrès se mesure en moments de connexion, non en étapes atteintes. En amour donné et reçu, non en positions obtenues. En présence, non en productivité. La bataille de ma mère continue. Le pronostic reste incertain, mais le temps que nous passons ensemble maintenant est authentique, sans prétention ni compétition. Rebecca et moi avons redécouvert notre lien fraternel, nous soutenant mutuellement à travers des jours difficiles. Mon père et moi avons établi une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes tacites. Quant à ma carrière, elle a trouvé sa juste place dans ma vie, importante, mais pas centrale. Une partie de mon identité, pas sa fondation. Le compte Méridian a été sécurisé en mon absence, prouvant à la fois que mon équipe était plus capable que je ne l'avais permis, et que ma valeur ne dépendait pas d'une présence constante. Les mots du docteur Elizabeth Thompson résonnent fréquemment dans mon esprit. L'équilibre n'est pas quelque chose que vous atteignez une fois et maintenez pour toujours. Il nécessite un ajustement constant, comme diriger un bateau, de petites corrections pour rester sur la bonne voie. Chaque jour apporte des opportunités pour ces corrections. Parfois, je dérive vers de vieilles tendances de bourreau de travail. Parfois, la dynamique familiale déclenche des schémas défensifs familiers. Mais la conscience est le début du changement. Et ma conscience n'a jamais été aussi aiguë. 4 mois après mon malaise, je me tenais devant un public différent. Non pas des cadres ou des clients, mais ma famille réunie pour la célébration de l'anniversaire de ma mère. Retardé, mais non oublié. Alors que je levais mon verre pour porter un toast à la femme qui m'avait donné la vie 2 fois maintenant, j'ai réalisé que j'avais finalement trouvé un succès qui valait la peine d'être célébré. Parfois, la plus grande distance que nous parcourons est le voyage de notre tête à notre cœur, de ce que nous pensons être important à ce que nous savons être important, de l'ambition au but, du succès à la signification.